Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Les défis de l'élargissement et la question du rattrapage. Chapitre 1. Les défis économiques et sociaux du 5e élargissement. Agila KRIFASCHNEIDER. Introduction. Dès 1959, Robert Schuman disait « Nous sommes prêts à accueillir les pays de l'Est au moment où ils en feront la demande. » 45 ans plus tard, l'Union européenne applique ce conseil en s'ouvrant à 10 nouveaux pays membres, 8 pays d'Europe centrale et orientale, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et 2 îles de la Méditerranée, Chypre, Malte. L'Europe semble ainsi avoir entamé le processus qui doit la réconcilier avec sa géographie, son histoire, son identité, bref avec elle-même. En cela, l'élargissement actuel représente avant tout un défi historique. C'est aussi le plus audacieux. D'abord, parce qu'il contient toutes les difficultés d'un processus classique d'élargissement, démultipliées par le nombre élevé des entrants. Ensuite, parce qu'il fait entrer 10 pays qui sont plus pauvres que la moyenne européenne. Enfin, parce qu'il croise un processus d'élargissement déjà difficile avec un processus de changement institutionnel majeur, celui qui doit doter l'Europe d'une constitution. Face à autant de défis, les questions sont nombreuses. A-t-on pris la mesure de l'ensemble des conséquences de cet élargissement ? En particulier, toutes les spécificités des nouveaux entrants ont-elles été considérées ? Cet élargissement ne risquait-il pas de conduire à des tensions ingérables entre les États ? Les outils de politique économique traditionnels de l'Union sont-ils à la hauteur ? Etc. Dans mon exposé, je rappelle un certain nombre de faits et je propose quelques éléments de réflexion articulés autour de l'idée suivante. Dans une Europe en panne de croissance, le 5e élargissement peut devenir une chance que l'Union européenne devienne une réelle puissance économique à l'échelle mondiale. Mais en faisant le choix d'une intégration par le marché au détriment d'une intégration par le développement, l'Union européenne prend le risque que l'élargissement ne devienne un piège, un système ingérable qui se transformera de facto en une simple union douanière. Pour défendre cette idée, mon exposé est structuré en 3 temps. Je commence d'abord par examiner ce que le 5e élargissement va changer en Europe. L'ampleur des défis économiques et sociaux auxquels l'Union sera confrontée conduit ensuite à se demander si l'UE peut se montrer à la hauteur. Enfin, la question du rattrapage des nouveaux membres de l'UE est examinée. 1. C'est que l'élargissement va changer. Le 5e élargissement a d'abord valeur historique, en réunissant les 2 blocs antagoniques issus de Yalta, 15 ans à peine après la chute du mur de Berlin. Il a sans nul doute aussi valeur politique au vu de l'histoire récente des Balkans, et des milliers de morts qui l'ont accompagné. Enfin, il contraint l'Europe à remettre en cause son mode de gouvernance en envisageant de nouvelles institutions régies par un nouveau traité constitutionnel. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer sa portée économique et sociale. Forte de 25 pays, l'Union européenne va effectivement former le 3e ensemble de population de la planète, avec près de 455 millions d'habitants, donné au 1er janvier 2004, répartis sur une surface de 3 929 000 km², un produit intérieur brut de 9 613 milliards d'euros et le plus vaste marché unique. On s'attend donc à ce que les 15 gagnent un point de croissance, et les nouveaux de 1 à 2 points grâce à l'élargissement. En outre, l'arrivée de 10 nouveaux membres accroît de 2/3 le nombre de pays participants à l'Union et en même temps son poids dans les négociations économiques internationales. Pourtant, de tous les élargissements, le dernier est celui dont les retombées économiques sont les plus incertaines. D'abord, parce que c'est celui qui porte sur les masses économiques les plus faibles, schéma 1. Schéma 1. Les principales masses économiques du 5e élargissement. Source Eurostat. Pour une superficie qui augmente de 23%, une population qui augmente de 20%, l'élargissement à 25 va se traduire par une augmentation d'un peu moins de 5% du PIB. En comparaison, comme le montre le tableau 1, le passage de l'Europe des 6 à l'Europe des 9 s'est traduit par une augmentation de la superficie de 31%,
une progression de la population de 32% et une croissance du PIB de 29%. Le passage de l'Europe des 9 à l'Europe des 12 a donné lieu à une augmentation de la superficie de 48%, une progression de la population de 22% et une croissance du PIB de 15%. Le passage de l'Europe des 12 à l'Europe des 15 s'est accompagné d'une augmentation respective de 43% pour la superficie, de 11% pour la population et de 8% pour le PIB. Ceci signifie que si chaque élargissement a induit mécaniquement une chute du PIB moyen par habitant, la plus importante reste celle du dernier élargissement. Tableau 1, comparaison des élargissements. Source, Commission européenne. Ensuite, parce que c'est l'élargissement de toutes les disparités. Les écarts de niveau de développement entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE sont bien plus accusés que lors des précédentes adhésions. En parité de pouvoir d'achat, PPA, le niveau de PIB par tête des 10 avoisine en moyenne la moitié de celui des 15, graphique 1. Mais il existe aussi de fortes disparités entre Chypre 76%, la Slovénie 71%, Malte 68%, la République tchèque 66% et la Hongrie 56%, qui dépassent ce seuil, et la Lituanie 42%, la Pologne 42% et la Lettonie 32%, qui sont les moins bien placés. L'élargissement va aussi creuser l'écart entre les régions les plus riches et les régions les plus pauvres. L'écart interdécile passera de 2,6 dans l'Union à 15 à 4,4 dans l'Union à 25, à 5,5 dans une Union à 27, Vaughan-Whitehead, 2003. Graphique 1, PIB habitant en PPA, 2003. Source Eurostat. Par ailleurs, en termes d'accès à l'emploi et à la protection sociale, la situation déjà préoccupante en Europe se dégrade avec l'élargissement. Depuis au moins une vingtaine d'années, l'Europe avait le taux moyen de chômage le plus élevé des pays développés. Même si le taux de chômage moyen n'augmente que de 1 point de pourcentage dans l'UE à 25 par rapport à l'UE à 15, au 1er janvier 2004, les disparités entre les pays seront plus fortes. Ainsi, si Chypre, la Hongrie et la Slovénie connaissent un taux de chômage inférieur à la moyenne européenne, respectivement 4,7%, 5,9% et 6,4%, et si les chiffres pour la République tchèque 8%, Malte 8,8% ou l'Estonie 9,5% se situent autour de la moyenne des 15, il n'est pas de même pour les autres PECO. Les pays baltes enregistrent un taux à 2 chiffres, Lettonie 10,5%, Lituanie 11,7%, et la situation est des plus inquiétantes pour la Slovaquie avec un taux de 16,6% et surtout la Pologne avec près d'un travailleur sur 5 privé d'emploi. Mais comme chacun sait, le risque d'être chômeur est moins pénalisant si l'effet d'éviction du marché du travail ne se prolonge pas dans le temps. Or, comme l'indique le tableau 2, le taux d'emploi pour les nouveaux États membres atteint à peine 59% en 2001 contre près de 64% dans l'Union des 15, soit 5 points de moins par rapport à la moyenne européenne, ce qui permet de comprendre l'importance du chômage longue durée. Dans la plupart des nouveaux pays membres, plus de la moitié des chômeurs recherchent un travail depuis plus d'un an, souvent depuis 2 ou 3 ans, Vaughan-Whitehead, 2003. Dans un contexte difficile, les catégories de la population traditionnellement les plus fragiles ou les moins employables sont encore plus touchées. C'est le cas pour les jeunes dont le taux de chômage passe de 15,4% dans l'UE à 15 à près de 18% dans l'UE à 25, et dans une moindre proportion pour les femmes. Au total, si on ajoute le fait que la pauvreté augmente dans les nouveaux pays de l'UE, que les salaires sont bien plus faibles et que les niveaux de protection sociale sont bien en deçà de la moyenne des 15, confère graphique 3, le 5e élargissement devient aussi celui de tous les défis sociaux. Mais l'Europe est-elle à la hauteur ? Tableau 2, taux de chômage et taux d'emploi. Source Eurostat. Graphique 2, dépenses de protection sociale dans les pays candidats en pourcent du PIB, 2001. Source Eurostat. 2. L'Europe est-elle à la hauteur ? Cette question conduit à vérifier d'une part si les outils dont dispose l'Union, montant du budget communautaire, actions structurelles, acquis communautaires, etc., sont à la hauteur des problèmes rencontrés, d'autre part si des institutions existent pour éviter la cacophonie et la paralysie. Je n'aborderai que le premier sujet,
bien que le second soit importante avec les interrogations relatives au projet de traité constitutionnel. Le premier sujet renvoie à la capacité de l'Union d'assurer la cohésion sociale et à celle de répondre aux besoins d'une Europe caractérisée par une plus grande diversité. Sur ce plan, le constat est sans appel. De tous les élargissements, c'est celui où l'Europe s'est montrée la moins généreuse, la moins solidaire. Tableau 3. Tableau 3. Dépenses budgétaires affectées à l'élargissement. Source: Rapport Koch-W 2003, données Commission européenne. Remarque. Dépenses au cours des années 1990 à 1999 sur la base des paiements effectifs, pour les années ultérieures à 1999 sur la base des engagements pris. 10 pays d'Europe centrale et orientale, dont la Bulgarie et la Roumanie, sans Chypre, Malte et la Turquie bénéficient de fonds de préadhésion séparés. Engagement pour les 10 pays adhérents en 2004. Les actions structurelles incluent 38 millions d'euros d'aides techniques non allouées. Le montant du paquet global qui a été affecté à l'élargissement, pour la période 2004 à 2006, est de 40,8 milliards d'euros. Comme les 10 nouveaux membres contribueront à ce budget, sur leurs ressources propres, à hauteur de 15,5 milliards d'euros, les dépenses nettes s'élèvent pour les 3 années à 25,3 milliards, soit en moyenne moins de 8,5 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, les anciens Länder allemands ont consacré 10 fois plus depuis la réunification. On peut ajouter les 3,3 milliards d'euros engagés entre 2000 et 2003, au titre de la préadhésion dans le cadre des programmes phares, ISPA et SAPARD, voire les dépenses entre 1990 à 1999 au titre du programme phare. Mais force est de reconnaître que si l'élargissement a un coût, il est dérisoire, moins de 0,5% du PIB des 15 en 2004, environ une vingtaine d'euros en moyenne par an et par Européen de l'Ouest sur la période 2000 à 2004, à peine 5 euros sur la période 1990 à 2006. Autrement dit, le prix d'un café sur les Champs-Élysées. Ainsi, si la perspective d'une Europe élargie est exaltante, le réalisme oblige à percevoir l'extension de la solidarité comme un des obstacles majeurs aujourd'hui. Les débats autour de la politique agricole commune, PAC, et les politiques de cohésion en sont les révélateurs. La PAC est l'un des 2 poids lourds du budget européen. De 40% à 45% des dépenses lui sont en moyenne consacrées. La réforme de la PAC de juin 2003 a conduit à mettre en place un système de soutien par des aides directes, au lieu de l'ancien système de soutien par les prix. Or, en proportion de leur population active, les entrants comptent en moyenne 3 fois plus de personnes travaillant dans l'agriculture que l'Union à 15, Pertuis 2004. En outre, la plus grande partie des exploitations sont des petites structures qui ne permettent pas de dégager des revenus suffisants, IBID. Pour éviter que le budget n'explose en intégrant, dès leur adhésion, les nouveaux pays dans le dispositif d'aide de la PAC, la solution trouvée a consisté à reporter les arbitrages vers le futur. La pleine application de la PAC aux nouveaux pays membres ne se fera qu'après 2013. Mais d'ici là, la PAC aura peut-être disparu. On constate en effet une forte diminution de la part de la PAC dans le budget européen dès 2006 tandis que les politiques de cohésion varient très peu, voir graphique 3. Graphique 3. Evolution des politiques agricoles et de cohésion dans le budget de l'UE. Source Eurostat. Le second révélateur est le débat sur l'avenir des fonds structurels, qui sont l'autre poids lourd du budget européen. Environ un tiers de celui-ci. Ces fonds constituent des transferts des pays riches vers les pays pauvres pour le rattrapage régional. Ils sont aussi la concrétisation du principe de solidarité. Ils ont fait la preuve de leur efficacité en permettant à des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce de rattraper une partie de leur retard. Mais l'élargissement désigne de nouveaux pauvres, donc éligibles à la manne européenne. La solution était dans l'augmentation du budget communautaire. Mais là, ce sont les pays contributeurs nets qui refusent. Si l'élargissement à 25 est avant tout un défi aux politiques de cohésion sociale au sens large, pourquoi un tel manque de générosité alors même que cet élargissement est d'une toute autre ampleur que les précédents ? 2 réponses sont possibles. La première est que l'Europe est confrontée à un ralentissement économique. Dans un tel contexte conjoncturel, les égoïsmes nationaux s'exacerbent.
La seconde réponse renvoie au choix du modèle d'intégration européen. L'Europe a fait le choix d'une intégration par le marché. Dans ce cadre, les mécanismes de l'économie de marché, conformément aux critères de Copenhague, encadré 1, sont supposés résoudre la question du rattrapage sans l'intervention de la puissance publique. Encadré 1, les critères de Copenhague, Conseil européen de juin 1993. En juin 1993, le sommet européen de Copenhague admet le principe de la légitimité des demandes d'adhésion des PECO ayant signé les accords européens. Il définit en même temps les critères auxquels les pays candidats devront satisfaire avant leur adhésion. Les conditions de préadhésion sont tout à la fois politiques, les pays devant se doter d'institutions stables, garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection. Économique, les pays devant mettre en place une économie de marché viable et compétitive, avec notamment la capacité de faire face à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union européenne. La reprise de l'acquis communautaire qui comprend concrètement des éléments aussi divers que le respect des normes techniques, sanitaires, environnementales, les principes du marché unique, à l'exception des dispositions relatives à la PAC et de la libre circulation des personnes pendant une période transitoire, ou le statut de membre dérogatoire à l'UEM. Ce statut signifie, comme dans le cas de la Suède, qu'un candidat à l'UE peut rester membre de l'Union sans remplir les critères de Maastricht. 3. La question du rattrapage. Jusqu'au début des années 1990, la plupart des nouveaux entrants étaient régis par un système socialiste d'économie planifiée. En une quinzaine d'années, les PECO ont parcouru un chemin impressionnant sur la voie de l'économie de marché, aidés en cela par la Communauté européenne, encadré 2. Encadré 2, l'accompagnement des PECO vers l'économie de marché par la Communauté européenne. Dès 1989, la Communauté européenne met en place, avec le programme phare, un dispositif pour soutenir financièrement les réformes économiques et sociales entamées dans les PECO. Au cours des années qui suivent, elle signe les premiers des accords d'association, appelés accords européens. Ces accords qui prévoient la libéralisation des échanges de produits industriels entre les PECO et les pays de l'UE ainsi que la coopération économique dans un grand nombre de domaines, notamment l'industrie, l'environnement, les transports et les douanes, sont la clé de voûte pour l'établissement progressif d'une zone de libre-échange. Cet objectif a été relativement atteint, même si au départ la diminution des droits de douane s'est révélée asymétrique et plus rapide pour les tarifs de l'UE que pour ceux des PECO. Mais l'Union européenne n'est pas seulement une zone de libre-échange. Elle représente également une union douanière, ce qui veut dire que des droits de douane uniformes sont appliqués vis-à-vis des pays tiers. Aussi, à partir du 1er mai 2004, tous les contrôles douaniers et dédouanements, de même que la taxe sur le chiffre d'affaires à importation, sont supprimés. Par beaucoup d'aspects, les résultats sont là. En effet, bien que cette stratégie ait d'abord agi comme un véritable choc au début de la période de transition, avec une baisse importante de la production et une phase très inflationniste imputable à la libéralisation des prix, les PECO ont renoué à partir de 1995 avec des taux de croissance positifs du PIB et un taux d'inflation à un chiffre, tableau 4. Tableau 4. Taux de croissance du PIB à prix constant 1995 par rapport à l'année précédente en pourcent. Source Eurostat. Depuis 1996, le taux de croissance du PIB des pays de la vague 2004 est même supérieur à celui de l'UE et depuis 2002, le taux d'inflation annuel est comparable, soit 2%. Ces bonnes performances globales sont bien sûr imputables aux mesures prises par les PECO, dès le début des années 1990, pour restructurer et privatiser rapidement, libéraliser les prix et les échanges commerciaux, moderniser et restructurer le système financier, etc. Le chemin déjà parcouru par les PECO vers l'économie de marché atteste de l'efficacité de ces mesures. On constate en effet une part croissante des capitaux privés dans la production. Comme le montre le graphique 4, leur proportion est passée ainsi de 24% en 1989 à 80% en 1999. Un taux d'ouverture tout à fait comparable à celui des autres pays de l'UE. Ainsi, en 2003, le taux d'ouverture moyen des entrants est de 62%,
graphique 5. Un redéploiement très rapide du commerce extérieur vers les pays de l'UE, graphique numéro 6. De fait, entre 1990 et 2002, la part de l'UE 15 dans les importations et les exportations des PECO est passée de 27% à 63%. À noter cependant, l'ouverture commerciale reste asymétrique car la part des PECO dans les échanges de l'UE à 15 ne passe que de 1,5% en 1990 à 15% en 2002, graphique 7. Graphique 4, une part croissante des capitaux privés dans la production. Source Eurostat. Graphique 5, taux d'ouverture en 2003 en pourcent. Source Eurostat. Graphique 6, part de l'UE à 15 dans les échanges des PECO. Source Eurostat. Graphique 7, part des PECO dans les échanges UE 15. Source Eurostat. Sur un plan plus qualitatif, l'ouverture commerciale a conduit à une modification de la structure des échanges. Désormais, comme le montre le graphique 8, près de 90% des importations de l'UE à 15 sont composées de produits industriels dont machines et matériel de transport, 47%, autres produits manufacturiers, 42%. Mais surtout la structure et l'évolution des échanges révèlent de nouveaux avantages comparatifs des PECO, dans des secteurs à forte intensité en capital, voire hautement technologiques et en travail qualifié, comme l'automobile, les médicaments et les équipements de télécommunications, etc. Source Eurostat. L'émergence de ces nouvelles industries compétitives à l'Est explique l'accroissement de la part du commerce intra-branche entre les PECO et l'Union européenne, ce qui tend à réduire leur exposition à des chocs asymétriques par rapport à l'Union européenne des 15. Graphique 8. Répartition des importations de l'UE en provenance des pays entrants pour l'UE à 15 en 2003. Source Eurostat. Les transformations observées dans les échanges commerciaux sont alliées au rôle de l'investissement direct étranger, ID, et à celui des multinationales dans les économies des PECO. À la faveur de la libéralisation des mouvements de capitaux et des privatisations, on observe une attractivité accrue de ces pays pour les investisseurs étrangers. On atteste la dynamique des ID vers les PECO et son rythme, quasi inexistant en 1990, les flux d'investissement direct à destination des PECO progressent fortement surtout entre 1995 et 2002 mais diminuent en 2003, graphique 9. Cette baisse traduit-elle une moindre attractivité conjoncturelle ou un ralentissement plus profond? La question reste posée. Néanmoins, rapporté à la taille de ces pays, le montant des ID reçus depuis le début des années 90 est d'ores et déjà très élevé. Ainsi, le stock d'ID en pourcentage du PIB pour l'ensemble des PECO s'élève à près de 24% contre un peu plus de 1% seulement en 1990, graphique 10. Graphique 9, flux d'ID vers les PECO en MD$. Source Eurostat. Graphique 10, stock d'ID dans le PIB en pourcent. Source Eurostat. Les données relatives à l'ID suggèrent nettement que le processus d'intégration économique et monétaire est source davantage de localisation. À l'intérieur de l'espace économique européen, EEE, et la vaste zone de libre-échange, les données relatives à l'ID suggèrent nettement que le processus d'intégration économique et monétaire est source davantage de localisation. À l'intérieur de l'espace économique européen, EEE, et la vaste zone de libre-échange pour les produits industriels qu'ils représentent, les FMN ont appris à exploiter l'hétérogénéité de la zone, en particulier du point de vue des conditions de production et de localisation. Désormais, les PECO sont intégrés dans un schéma de division internationale des processus de production à l'échelle européenne, CRIFA, Vermeer, 1998, car il devient plus facile d'installer des usines dans les pays partenaires pour ensuite réimporter dans le pays d'origine. Un tel schéma conduit à deux types d'impacts. Tableau 5. Comparaison des dépenses d'éducation et de la proportion de personnes ayant achevé leurs études supérieures entre l'UE à 15 et l'UE à 25. Source Eurostat. Pour les PECO, un bien final donné étant de plus en plus souvent issu d'un assemblage de biens intermédiaires dans différents pays, il suffit de disposer d'un avantage comparatif dans la production d'un ou de quelques segments de la chaîne de valeur pour participer aux échanges, ce qui est avantageux par rapport à une spécialisation traditionnelle. Du moins à long terme car à court terme,
Tout dépend des opérations menées par les filiales étrangères et de l'importance de leur activité dans la production du pays. Les entreprises à capitaux étrangers représentent les 3/4 des exportations manufacturières de la Hongrie, plus de 40% dans le cas de la République tchèque ou de la Pologne. Mais elles importent davantage qu'elles n'exportent, ce qui peut détériorer le compte courant de la balance des paiements et accroître le poids de la dette extérieure. Cet effet mitigé des aides sur la balance courante est susceptible d'être compensé par, d'une part, le rôle joué par les firmes étrangères dans la réorientation géographique du commerce extérieur en faveur des économies de marché développées et d'autre part, par les effets positifs sur la balance des paiements, apport de capitaux, faible rapatriement des bénéfices du moins à court terme. Du côté des 15, comme les secteurs qui se prêtent le plus à la DIPP sont les secteurs électroniques et électriques, mécaniques, véhicules, textiles et chimie, on peut craindre une accélération des délocalisations. Même si le phénomène n'est guère facile à mesurer, on constate cependant que ce sont là les secteurs vers lesquels se sont dirigés les investissements directs étrangers ces dernières années. En effet, les PECO possèdent de redoutables avantages pour attirer les investisseurs européens. Tout d'abord, ce sont des débouchés réels ou potentiels importants, d'autant que ces pays ont d'énormes besoins en équipements, biens de consommation, services. En outre, ils présentent l'avantage de la proximité géographique qui est indispensable dans des modèles de production gouvernés par le juste à temps, ou just in time, et la réactivité au marché. Enfin, ils disposent d'une main-d'œuvre qualifiée, compétente, éduquée tout en étant bon marché. Les dépenses publiques en éducation, exprimées en % du PIB 2001, comme le pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur sont tout à fait comparables entre l'UE à 25 et l'UE à 15, tableau numéro 5. En revanche, les différentiels salariaux restent élevés même relativisés par les différentiels de productivité du travail. Graphique 11. Graphique 11. Productivité du travail en 2002, PIB en SPA par personne employée, et coût horaire de la main-d'œuvre en 2000 dans 9 pays adhérents, indice UE des 15 égale 100. Source Eurostat. Pourtant, si les conditions du rattrapage des nouveaux États membres sont réelles, elles restent insuffisantes au regard des handicaps structurels des nouveaux entrants. Les restructurations ne sont pas terminées. L'emploi reste d'ailleurs encore fortement orienté vers l'industrie, République tchèque, Slovénie, Slovaquie, et ou vers l'agriculture, Pologne, Lituanie, Roumanie et Bulgarie. L'augmentation de l'emploi dans les services est insuffisante. Selon certains observateurs, il faudrait des années voire des décennies, Andreev 2004, Allemand 2004, pour que le rattrapage puisse se faire si on laisse naturellement faire le marché. Conclusion. L'élargissement représente une formidable opportunité pour l'Europe sur divers plans. Néanmoins, ses conséquences sociales ne peuvent être éludées. Les nouveaux États membres ont déjà payé un prix élevé, en raison des efforts déjà consentis. Du côté des 15, il ne faut pas sous-estimer le risque des délocalisations et sa cohorte de drames sociaux au moins à court terme. Dans une Europe élargie, à 25 aujourd'hui voire plus demain, mais très hétérogène, la construction européenne est à la croisée des chemins. Elle a été pensée jusqu'ici, y compris par les pères fondateurs, comme une construction par le marché, supposée créer une solidarité de fait, préambule du traité instituant la CECA en 1951. Dans cette perspective, les mesures sociales ont été considérées comme des mesures d'accompagnement. Avec l'élargissement, l'Europe sociale ne peut plus être le parent pauvre de la construction européenne, sauf à faire le choix d'un modèle fondé sur une compétition très dure entre les États membres, une grande flexibilité sans grande influence des syndicats, au prix de drames sociaux des deux côtés de l'Europe élargie. On peut aussi vouloir un modèle d'intégration par le haut, c'est-à-dire une Europe compétitive mais solidaire, où la croissance peut rimer avec le social. Entre ces deux modèles, il faudra choisir. Cela suppose une volonté politique. Or, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à l'Europe. Chapitre 2. Les perspectives de rattrapage économique des nouveaux membres de l'UE en provenance de l'Europe de l'Est. Anna Tykhonenko. Introduction. Le processus d'élargissement de l'UE vers l'Est a été initié depuis le Conseil européen de Copenhague, 1993.
Ce Conseil a reconnu la légitimité des demandes d'adhésion des 10 pays de l'Europe de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Bulgarie. À l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie, ces pays ont pu intégrer l'Union à partir de 1er mai 2004. Toutefois, la diversité que présentent ces pays en termes de niveau de vie nous amène à nous demander si leur intégration est susceptible de nuire à la cohésion d'un ensemble économique européen. En effet, les écarts de richesse qui existent à l'intérieur même des pays en transition et avec les pays membres de l'UE risquent de conduire à la formation d'une Europe à plusieurs vitesses, dont le concept symbolise une tendance à la persistance de la diversité des trajectoires nationales des pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Un tel scénario entrerait ainsi en contradiction avec la construction européenne, dont un des objectifs est la réduction des disparités nationales. En effet, l'article 2 du traité de Maastricht évoque un haut degré de convergence des performances économiques. La question de la convergence réelle se trouve donc au cœur des enjeux de la construction européenne. Par conséquent, nous proposons dans cet article de vérifier s'il existe, entre les pays membres de l'Europe élargie, un processus de convergence réelle, synonyme de rattrapage pour les pays en transition de l'Europe de l'Est. Et si un tel processus existe, à quelle vitesse s'effectue le rattrapage économique? Afin de répondre à ces questions, nous allons organiser notre analyse de la manière suivante. L'objet de la première section est de présenter un bref tour d'horizon des tentatives de vérification empirique de l'hypothèse de bêta-convergence. Nous présenterons également les limites des approches empiriques de la convergence réalisées en coupe transversale par rapport aux études sur les données de panel. L'analyse des avantages et des inconvénients des différentes méthodes d'estimation sur ces dernières ainsi qu'une forte hétérogénéité des pays de l'Europe élargie nous amène à sélectionner la méthode d'estimation bayésienne itérative afin de pouvoir dégager les estimateurs des vitesses de convergence pour les pays membres de l'UE. Enfin, les données, les modèles à estimer et quelques résultats d'estimation sont présentés dans la deuxième section. La distribution des estimateurs à rétrécisseurs des vitesses de convergence permet de mettre en évidence l'émergence des groupes de convergence relativement hétérogènes. Ce résultat nous amène à penser que l'élargissement de l'UE vers l'Est débouche sur une Europe à plusieurs vitesses de convergence réelle. 1. La bêta-convergence. Les tentatives de vérification empirique. À l'origine de la naissance de la notion de bêta-convergence, résident les modèles de croissance construits par les auteurs néoclassiques. D'après les conclusions de ces modèles, à long terme, les économies auront toutes le même taux de croissance par tête égal au taux de progrès technique, supposé exogène. Mais à court terme, il se produit un phénomène de rattrapage économique. Les pays initialement pauvres ont tendance à croître plus vite que les pays riches en termes de variables par tête. Cette idée du rattrapage a suscité de nombreuses analyses empiriques, réalisées aussi bien en coupe transversale qu'en données de panel. À l'approche en coupe transversale, on considère que l'hypothèse de bêta-convergence absolue est vérifiée si les pays initialement pauvres croissent plus vite que les pays riches. En coupe transversale, l'hypothèse de bêta-convergence absolue est acceptée pour une période allant de 0 à t si, en régressant le taux de croissance moyen d'un groupe de pays égale 1, n sur l'expression logarithmique de la valeur initiale du PIB par tête, le coefficient du PIB par tête initial est négatif et significativement différent de 0. 1. Si le paramètre β, traduisant la vitesse à laquelle l'ensemble des pays convergent vers le sentier de croissance équilibré, est positif, alors, quels que soient les écarts de richesse qui séparent au départ les économies, à long terme, les pays convergeront vers le même niveau de revenus par tête. De nombreux travaux empiriques montrent que pour des échantillons de pays assez larges, le coefficient devant le log I0 n'est pas significativement négatif. La bêta-convergence absolue n'est donc pas vérifiée à l'échelle mondiale. Ce résultat a conduit de nombreux auteurs à se concentrer sur le concept de convergence conditionnelle, qui se présente comme une forme plus souple de convergence. On considère que l'hypothèse de bêta-convergence conditionnelle est alors vérifiée si, en introduisant les variables censées contrôler l'hétérogénéité des trajectoires de long terme,
le taux de croissance par tête est négativement et significativement corrélé avec le niveau du PIB par tête initial. Les variables de contrôle ont été recherchées parmi les indicateurs du niveau initial de l'investissement, Delon et Summers, 1991, Levin et Renelt 1992, Mankiv et Ali 1992, du capital humain, Barrow 1991, Barrow et Lee 1993, Benhabib et Spiegel 1994, Berthelemy et Varoudakis 1995, 1997, du développement financier, King et Levin 1993, Berthelemy et Varoudakis 1994, 1995, 1998, etc. Cependant, les approches en coupe transversale représentent au moins deux inconvénients. Le premier est lié à une exploitation insuffisante de l'information. En effet, dans les études sur la convergence réalisées en cross-section, les seules données sur le PIB par tête prises en compte sont celles relatives à la période initiale et à la période finale. Les données sur la période d'ajustement transitoire pendant laquelle le revenu par tête se rapproche de son sentier d'état régulier sont ignorées. L'emploi des observations finales et initiales occulte alors la trajectoire du PIB par tête entre ces deux dates. Le second inconvénient est de ne pas tenir compte de l'hétérogénéité des pays au sein d'un échantillon. En effet, les régressions effectuées en coupe transversale ne fournissent des informations que sur le comportement moyen dans l'échantillon. L'hypothèse implicite étant leur homogénéité des pays, les paramètres estimés en coupe sont contraints à être identiques à tous les pays. Cette contrainte paraît abusive car imposée à tort, elle est susceptible de biaiser les estimations des vitesses de convergence vers l'état régulier. B. L'apport de l'économétrie des données de panel. Par conséquent, les travaux récents sur la convergence réelle se concentrent sur les méthodes permettant de modéliser l'hétérogénéité interindividuelle. En particulier, les approches sur données de panel permettent non seulement de résoudre le problème lié à l'hétérogénéité mais d'introduire également l'aspect dynamique dans la croissance. Premièrement, grâce à l'information fournie par les séries temporelles, la régression de bêta-convergence dite à la Barrow peut être transformée en modèle dynamique, par récurrence. 2. Où x et t1 sont des variables de contrôle, censées conditionner le processus de croissance. Deuxièmement, si dans l'approche en coupe transversale, les coefficients estimés sont supposés être communs à tous les pays, en données de panel, cette contrainte peut être relâchée. Les travaux empiriques peuvent alors être classés selon le degré d'hétérogénéité introduite dans la spécification des équations de la bêta-convergence. D'abord seront présentées les études particularisant la constante, ensuite, celles qui admettent l'hétérogénéité du terme autorégressif du premier ordre et enfin, la totalité des coefficients. 1. Les modèles à effet fixe. Les travaux utilisant ces modèles ne présentent pas de rupture méthodologique radicale avec les travaux réalisés en coupe transversale, dans le sens où la relation de convergence est toujours celle à la Barrow, estimée avec ou sans variable indicatrice spécifique aux individus. Les travaux de Knight, Loaysa et Villanueva, 1993, de Islam, 1995-2000, de Caselli, Esquivel et Lefort, 1996, de Berthelemy et Varoudakis, 1998, sont représentatifs de ce type d'analyse. L'hétérogénéité est modélisée uniquement grâce aux coefficients affectés aux effets individuels fixes, c'est-à-dire grâce aux constantes individuelles permettant de tenir compte des variables explicatives omises qui sont spécifiques aux individus et invariantes dans la dimension temporelle. Les autres coefficients restant communs à tous les pays, la vitesse de convergence bêta, obtenue en procédant par identification est alors identique d'un pays à l'autre. Par conséquent, la pertinence des estimations obtenues repose sur l'hypothèse de la dynamique de croissance commune à tous les pays. Cette hypothèse paraît peu raisonnable, si l'échantillon examiné est composé de pays hétérogènes. C'est l'insuffisance principale de cette approche car selon les enseignements de la théorie de la convergence, le paramètre bêta, la vitesse de convergence de revenus par tête actuelle I vers son état régulier peut prendre des valeurs différentes selon la distance qui sépare l'économie concernée de son état régulier. La valeur de bêta d'un pays particulier aura tendance à diminuer au fur et à mesure que son économie se rapproche de son état régulier.
La vitesse de convergence se ralentit alors dans le temps. C'est une fonction croissante de la distance à l'état régulier mesurée par Barrow et Salahi-Martin, 1996. Si la vitesse de convergence β est connue, il est possible de calculer la période t de rattrapage, communément appelée la demi-vie, nécessaire pour parcourir le demi-écart entre l'état actuel et l'état stationnaire. Ce résultat a deux implications pour la dynamique de convergence réelle. D'une part, plus la valeur de β est élevée, plus rapidement se fera l'ajustement de l'économie par rapport à son état régulier. D'autre part, comme la vitesse de convergence se ralentit au fur et à mesure que l'économie se rapproche de son état régulier, la demi-vie se rallonge avec le temps. Sachant que le paramètre β peut prendre des valeurs différentes selon la distance qui sépare l'économie concernée de son état régulier, il est nécessaire de lever l'hypothèse d'homogénéité imposée sur le terme autorégressif log YIT1. C'est ce que nous proposent de faire les auteurs dont les travaux sont examinés dans le paragraphe suivant. 2. Les modèles avec la structure A1 variable. L'avantage de ces modèles est d'introduire une seconde source d'hétérogénéité dans l'équation de convergence conditionnelle. Le coefficient devant le terme A1 n'est plus supposé être commun à tous les pays, la vitesse de convergence pouvant varier selon les pays. La méthode consiste à appliquer des tests de stationnarité séparément pour chaque pays. Les tests de racine unitaire sont effectués soit sur les séries des écarts des revenus par tête des paires de pays, K1993b, Grisley et Oxley 1995, Bernard et Jones 1996b, soit sur la série des écarts des revenus par tête par rapport à la moyenne en panel, Evans et Cara 1996, Gaulier, Hurlin et Jean-Pierre 1999. Notamment, Im, Pessaran et Chine, 1995, 1997, 2002, développent une série des tests de racine unitaire pour le modèle à coefficient aléatoire. Dans tous les cas, si l'hypothèse nulle de non-stationnarité est acceptée, alors, on conclut à la divergence réelle soit entre les pays, soit par rapport à la moyenne du panel des pays. En revanche, si l'hypothèse de racine unitaire est rejetée, on accepte alors la présence d'un processus de convergence réelle. Toutefois, Maddala, 1999, est très sceptique quant à l'interprétation des résultats des tests de racine unitaire en données de panel. Ce n'est pas parce que l'hypothèse de racine unitaire est rejetée pour l'ensemble de pays, qu'ils sont tous en train de converger vers le même sentier d'équilibre. En effet, il suffit que certains pays convergent, l'écart de leur PIB par tête par rapport à la moyenne est stationnaire sur la période étudiée, d'autres non. La série contient une racine unitaire pour rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse de convergence. Inversement, dans un club, il suffit d'un pays un peu atypique pour rejeter l'hypothèse de la convergence pour l'ensemble des pays. Les tests de racine unitaire sur le panel des pays seraient donc inappropriés pour vérifier l'hypothèse de convergence réelle. 3. Les modèles à coefficient variable. Même si les tests de racine unitaire évoqués permettent de repousser davantage la contrainte d'homogénéité, l'hétérogénéité des coefficients associés aux variables de contrôle n'est toujours pas modélisée. Lee, Pessaran et Smith. 1995-1997 donnent des arguments en faveur de l'estimation hétérogène du modèle dynamique de croissance. En effet, en imposant la contrainte d'homogénéité sur le coefficient associé à la structure autorégressive du modèle, on suppose que la dynamique de la croissance est commune à tous les pays. Cela implique une vitesse de convergence identique pour l'ensemble de l'échantillon. La contrainte d'homogénéité est d'autant plus gênante car imposée à tort, elle biaise l'estimation de la vitesse de convergence vers zéro. Ainsi, la faiblesse de la valeur estimée pour la vitesse de convergence, 2% par an, est liée à la non prise en compte par certains auteurs de l'hétérogénéité des taux de croissance dans la spécification du modèle. Afin de réconcilier le postulat d'homogénéité des coefficients et celui d'hétérogénéité, Maddala, Lee et Trost, 1996, proposent la méthode bayésienne empirique itérative. En effet, le problème posé par les deux méthodes consistant à empiler les données ou à estimer le modèle séparément pour chaque pays, est qu'elles reposent toutes les deux sur des hypothèses extrêmes. Si les données sont empilées, on admet que les coefficients sont identiques pour tous. Par conséquent,
Les paramètres propres au processus de convergence, tels que la valeur du revenu par tête à l'état régulier, le trend technologique ainsi que la vitesse de convergence, seront alors communs à tous les pays inclus dans l'échantillon. Si en revanche, on procède à l'estimation des coefficients propres à chaque pays, leurs valeurs risquent d'être dispersées de façon trop excessive et de posséder éventuellement des signes théoriquement inattendus. L'hypothèse implicite est que les économies européennes puisent leurs sources de croissance de façon complètement hétérogène, ce qui ne paraît pas non plus une supposition raisonnable. Pour Maddala et Ali, 1996 page 128, la vérité se trouve probablement entre ces deux extrêmes. Les paramètres ne sont probablement pas parfaitement identiques, mais il existe une certaine similarité entre eux. Une manière de tenir compte de cette similarité est d'admettre que les paramètres proviennent d'une distribution jointe, de même espérance et de matrices de variance-covariance non nulles. Les auteurs montrent que les estimations qui en résultent sont une moyenne pondérée de l'estimation sur l'échantillon empilé et des estimations séparées sur les séries temporelles propres à chaque pays. Chaque estimation individuelle est rétrécie pour se rapprocher de l'estimation empilée. D'après Maddala et Ali, les estimateurs bayésiens itératifs sont à préférer si le modèle contient des variables endogènes retardées, comme c'est le cas des modèles dynamiques. Ces estimateurs sont moins dispersés et ont des valeurs plus raisonnables que les estimateurs individuels. Dans le cadre du modèle de croissance à la Barrow, les estimateurs bayésiens itératifs permettent de tenir compte à la fois de la diversité et des similitudes dans les trajectoires de croissance des pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. En effet, le fait de rétrécir chaque estimation vers la moyenne de l'échantillon nous amène à supposer que chaque trajectoire est bornée par les similitudes avec les autres pays. Nous proposons alors d'utiliser la procédure bayésienne itérative, présentée dans l'annexe, pour estimer les vitesses de convergence propres à chaque pays de l'UE élargi afin de pouvoir les analyser et les comparer. 2. Vérification empirique de l'hypothèse de convergence réelle au sein de l'Europe élargie. Pour tester l'hypothèse de convergence réelle entre les membres de l'UE élargie vers l'Est, nous proposons de nous concentrer sur les évolutions des PIB par tête en dollars internationaux, en PPA, observées sur la période allant de 1987 à 2003, source WDI 2004. Au total, 24 pays ont été sélectionnés. 15 pays de l'UE, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni, puis 9 pays de l'Europe de l'Est, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, l'Estonie, la Bulgarie, la Roumanie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie. La Slovénie est exclue de l'échantillon en raison d'absence de données sur le PIB avant 1991. L'Estonie et la Lituanie ont imposé la nécessité du cylindrage de l'échantillon sur la période 1987 à 2003. A. Le test de l'hypothèse de convergence absolue. Le test de l'hypothèse de convergence absolue ou encore inconditionnelle consiste à identifier la relation entre le taux de croissance, log ITI, T1, et le revenu par tête initial spécifié par le modèle de convergence absolue, Barrow et Salahi-Martin, 1996, réécrit en dynamique pour les données de panel. 3. A désignant le terme constant, et 1e bêta, le coefficient de pente. Remarquons que si bêta est un nombre positif, le taux de croissance annuel, log ITI T1, est inversement relié à log IT1. Dans ce cas, les économies pauvres tendent à croître plus vite que les riches. Les résultats d'estimation du modèle dynamique de convergence absolue figurent ci-dessous. Le tableau 1 contient les estimateurs bayésiens itératifs des vitesses de convergence et les demi-vies qui en résultent. Tout d'abord, on remarque que les pays moins avancés comme la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie possèdent des vitesses de convergence plus élevées que les pays les plus riches de l'UE. Ce résultat est conforme aux enseignements théoriques. La vitesse de convergence se ralentit au fur et à mesure que l'économie se rapproche de son sentier de croissance équilibré. Par conséquent, les demi-vies sont plus longues pour les pays du noyau l'UE que pour les pays de l'Est. Tableau 1. Les estimateurs à rétrécisseur des vitesses. Modèle testé. Selon les résultats obtenus,
le Luxembourg et l'Irlande auraient besoin de plus de 9 ans pour parcourir la moitié du chemin qui sépare leur économie du sentier de croissance équilibrée. En revanche, les retardataires de notre échantillon, la Roumanie et la Bulgarie, ont besoin de moins de 7 ans. Enfin, le graphique 1 présente la distribution des vitesses de convergence absolue estimées pays par pays. Ainsi, on retrouve le Luxembourg et l'Irlande dans la première section, de gauche à droite. Ces deux pays possèdent les vitesses de convergence les plus lentes, respectivement 3,30% et 3,34% par an. Ce résultat n'est pas surprenant car ces pays ont connu un véritable décollage économique, depuis les années 80 pour le Luxembourg et plus récemment pour l'Irlande. Dans la seconde section du graphique, on retrouve les pays du noyau de l'UE. La moyenne des vitesses de convergence pour ce sous-groupe de pays est de 3,78% par an. Dans la troisième section du graphique se regroupent les pays de la première vague d'élargissement, la République tchèque, la Pologne, l'Estonie et la Hongrie, ainsi que la Slovaquie dont la demande d'adhésion n'a été acceptée qu'au second tour. Notons que la candidature de la Slovaquie a été rejetée lors de la première vague, pour des raisons d'ordre purement politique et non pour des raisons de faible performance économique. Enfin, on retrouve les candidats à l'adhésion de la seconde vague, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie, dans la dernière section du graphique. La répartition des pays selon la distribution des vitesses de convergence semble être cohérente avec les indicateurs de performance de croissance économique. Les pays pauvres ayant des vitesses de convergence systématiquement plus élevées que leurs voisins plus riches. Toutefois, le modèle de convergence dynamique n'est limité qu'à une seule variable explicative, le LOGYIT1. On propose alors d'effectuer le test de la convergence conditionnelle, en augmentant le modèle par le taux de croissance démographique et le taux d'investissement, puis d'épargne. Les signes théoriquement attendus sont A. Positif pour les ratios d'investissement et d'épargne sur le PIB, B. Négatif pour le taux de croissance de population. B. Le test de l'hypothèse de convergence conditionnelle. Islam 2000 propose l'écriture du modèle de convergence conditionnelle pour les données de panel. Avec la seule modification par rapport au modèle de convergence absolue consiste à introduire dans la relation à la barre O des variables de contrôle censées conditionner le processus de croissance sur la période considérée. La variable Ci représente, selon Islam, 1995-2000, la part de l'investissement, de l'épargne, dans le PIB du pays. Le modèle de convergence conditionnelle contient ainsi trois variables explicatives. Le PIB par tête initiale log YIT1, la part de l'investissement de l'épargne dans le PIB et la somme des taux de croissance démographique, NIT1, de croissance du progrès technique, M et de dépréciation du capital physique, delta. La somme des deux derniers paramètres est approximée par une valeur arbitraire de 0,05. Le tableau 2 présente les estimateurs bayésiens itératifs des vitesses de convergence obtenus pour 24 pays, la Slovénie étant exclue, sur la période 1988 à 2003. La colonne à gauche du tableau contient les vitesses de convergence estimées pour le modèle de convergence conditionnelle dont les trois variables explicatives sont le PIB par tête initiale, la part de l'investissement dans le PIB et enfin le terme. Le signe devant ce dernier terme est le signe attendu théoriquement. La croissance démographique exerce un impact négatif sur la croissance du PIB par tête. Les vitesses de convergence conditionnelle estimées sur la période considérée varient de 2,97% pour l'Irlande à 4,39% par an pour la Roumanie. La moyenne générale de l'échantillon des vitesses de convergence est de l'ordre de 3,66% par an, ce qui implique une demi-vie de plus de 8 ans en moyenne pour la totalité des pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest. La moyenne des vitesses des 15 pays de l'UE est de 3,47% par an, ce qui signifie que, en moyenne, les membres de l'Union ont besoin de 9 ans pour parcourir la moitié du chemin qui sépare leurs économies du sentier de croissance équilibrée. Quant aux pays de l'Europe de l'Est, leurs vitesses de convergence conditionnelle sont plus élevées en moyenne, 3,99% par an, ce qui implique une demi-vie de 7 ans et demi seulement. La Hongrie et la Pologne se distinguent des autres pays en transition. Leur demi-vie est équivalente à celle de la Grèce et du Portugal, 8 ans.
Les résultats de l'estimation du modèle de convergence conditionnelle dont les trois variables explicatives sont le PIB par tête initiale, la part de l'épargne dans le PIB et enfin, le terme log NIT 1 plus M plus delta, sont légèrement différents des résultats précédents, voir la colonne de droite du tableau 3. En effet, le fait de remplacer la part de l'investissement dans le PIB par le taux d'épargne dans la relation de convergence conditionnelle permet d'obtenir des vitesses de convergence plus lentes dans l'ensemble. Ainsi, la moyenne générale des vitesses de convergence devient de l'ordre de 3,9%, ce qui implique qu'en moyenne, les 24 pays ont besoin de plus de 7 ans et demi pour parcourir la moitié du chemin qui les sépare du sentier de croissance équilibrée. Le graphique 2 représente la distribution des vitesses de rattrapage estimées pour le modèle de convergence conditionnelle avec, en tant que variable de contrôle, la part de l'investissement dans le PIB et le taux de croissance démographique, le graphique de gauche, puis sur le graphique de droite avec le taux d'épargne et le terme log NIT 1 plus M plus delta. La répartition des pays de l'Europe de l'Est en termes de dynamique de convergence sur le graphique fait ressortir la diversité des trajectoires de croissance empruntées sur la période post-socialiste. Enfin, l'hétérogénéité des SBTI est sous-jacente à l'hypothèse faite sur la dynamique des pays. On suppose en effet que chaque pays converge vers son propre état régulier, tout en gardant ses propres caractéristiques. Le fait d'avoir obtenu des vitesses de rattrapage relativement proches les unes des autres traduit le poids important de l'estimation empilée, et donc la prise en compte de la composante commune dans la dynamique de rattrapage des pays européens. En effet, le fait de rétrécir chaque estimation vers la moyenne de l'échantillon nous amène à supposer que chaque trajectoire de rattrapage est bornée par les similitudes avec les autres pays. Tableau 2. Les estimateurs à rétrécisseur des vitesses. Hypothèse testée, convergence conditionnelle. Graphique 1. La distribution des vitesses de convergence des 24 pays de l'UE sur la période 1988 à 2003. L'hypothèse testée, convergence absolue. Graphique 1. La distribution des vitesses de convergence des 24 pays de l'UE sur la période 1988 à 2003. Conclusion. Depuis le 1er mai 2004, lors de son élargissement vers l'Est, l'UE a vu son hétérogénéité des niveaux de richesse s'accentuer. Jamais lors des précédents élargissements, l'Union n'a eu à affronter de telles disparités de revenus par tête. Elle doit désormais faire face à un très large et inégal éventail de ressources et de développement. En effet, l'adhésion des pays de l'Europe de l'Est implique l'augmentation de la population et de la superficie de l'UE d'un tiers environ, tandis que le niveau du PIB en PPA n'a augmenté que de 15% seulement. Cette différence profonde entre accroissement de la population et celle du PIB indique que l'hétérogénéité de l'Union s'est accrue fortement lors du dernier élargissement. Même à l'égard des vagues d'élargissement antérieures, il est difficile de se prononcer sur les possibilités de rattrapage rapide vers le niveau de richesse européen moyen. Les capacités de rattrapage des nouveaux membres en provenance de l'Europe de l'Est sont d'autant plus incertaines que la vitesse de la transformation systémique se trouve ralentie par les inerties structurelles et institutionnelles. Ces inerties ainsi que le retard économique forment autant d'obstacles à la mise en place d'une Europe homogène en matière de croissance économique. Afin de révéler les spécificités nationales de rattrapage au sein de l'Europe élargie, nous avons cherché à introduire davantage d'hétérogénéité dans la spécification des équations de la bêta-convergence absolue et conditionnelle. La méthode d'estimation bayésienne itérative a permis de dégager les estimateurs des vitesses de convergence pour chacun des pays membres de l'UE. Ainsi, contrairement à l'idée communément admise d'une vitesse de convergence commune, les pays européens ne convergent pas à la même vitesse. Les distributions des vitesses de convergence, absolues et conditionnelles, ont révélé la similarité des dynamiques de croissance pour certains pays de l'Europe et leur diversité pour les autres. Les pays européens ont pu ainsi être classés en fonction de leur dynamique de rattrapage. Ainsi, le Luxembourg et l'Irlande sont les leaders de l'échantillon en matière de croissance du revenu par habitant. Ces deux pays ayant connu un véritable décollage économique dans les années 1980 pour le Luxembourg et plus récemment pour l'Irlande, se distinguent des autres pays membres de l'UE par une vitesse de convergence plus lente.
La répartition relative des pays du noyau de l'Europe en termes de rythme de convergence apparaît comme relativement concentrée et manifeste une importante homogénéité. Quant aux pays de l'Europe de l'Est, leur répartition fait ressortir la diversité des trajectoires de croissance empruntées sur la période post-socialiste. La Pologne et la Hongrie sont en tête du processus de rattrapage par rapport aux autres pays en transition. La Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie sont les retardataires de l'échantillon en matière de croissance économique. L'élargissement de l'UE aux pays de l'Europe de l'Est semble ainsi aboutir à une Europe à plusieurs vitesses de convergence réelle, résultat qui permet de relativiser l'idée selon laquelle la construction européenne favorise l'uniformisation des trajectoires de développement économique. Annexe. Les estimateurs bayésiens itératifs font partie de la famille des estimateurs à rétrécisseurs, ou tronqués. Le cadre est celui du modèle à coefficient aléatoire, couramment utilisé pour permettre une hétérogénéité interindividuelle. I égale xi gamma I plus UI avec I égale 1, n. Où I est un vecteur tome 1, xi est une matrice TK d'observation relative au YMPI et gamma I un vecteur K1 de paramètres. Considérons le modèle dynamique, xi contient des valeurs retardées de I. Si tous les paramètres diffèrent d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre, on aura NTK paramètres à estimer avec seulement NT observations. Dans ces conditions, on ne peut pas estimer le vecteur gamma I. En revanche, si l'on considère les paramètres de la régression en tant que variables aléatoires avec une distribution jointe, le nombre des coefficients à estimer diminue alors qu'ils continuent à être différents d'un pays à l'autre et ou d'une période à l'autre. Dans un cadre bayésien, la distribution a priori de gamma I est donnée par la loi normale, gamma I n mu sigma. Puisque cette distribution contient des paramètres mu, la moyenne des gamma I, sigma, la variance des gamma I admis en tant que mesure d'hétérogénéité, et la variance résiduelle, qui sont inconnues, on doit faire des hypothèses sur la spécification a priori de ces paramètres afin de pouvoir en déduire la distribution a posteriori des paramètres gamma I. Les estimateurs bayésiens empiriques itératifs de ces paramètres sont R est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont petits, par exemple égaux à 0,001. Les 4 équations doivent être résolues itérativement. La première itération est fondée sur les estimateurs des MCO pour calculer mu, sigma et. La seconde itération est basée sur les estimateurs bayésiens itératifs gamma I. La troisième itération et les suivantes sont identiques à la seconde. En tant que critère d'arrêt de la procédure itérative, Maddala GS préconise d'utiliser la dispersion moyenne des coefficients. Dès que l'écart type des estimateurs bayésiens itératifs des coefficients est inférieur ou égal à 0,001, la procédure est arrêtée. On considère alors que les estimateurs sont suffisamment rétrécis vers la moyenne globale de l'échantillon. Chapitre 3. La contribution au budget européen sous un nouvel angle. Delphine Théatéoté. Introduction. Le budget de l'Union européenne, et plus précisément la question de la contribution, devient une fois de plus au cœur des discussions lors de l'actuelle négociation des perspectives financières concernant la période 2007 à 2013. De manière à éviter tout mécontentement des pays contributeurs, un principe officieux de juste retour a été accepté entre les États membres, maintenant un équilibre relatif dans les contributions et les réceptions de chaque pays au budget européen. Cependant, l'argument du juste retour est difficile à exercer pour tous les États membres et de plus, il ne prend pas en compte tous les bénéfices ou bien les pertes de l'intégration européenne. Itiris, 1998, souligne l'existence de 4 externalités dues à l'intégration européenne et non incluses dans les flux budgétaires. Les gains et les pertes du soutien des prix agricoles et du commerce intra-européen, le réel contributeur des droits de douane et l'effet de substitution des dépenses nationales par les dépenses européennes. Dans le but de préparer les prochaines perspectives financières, des rapports réalisés par la Commission européenne présentent l'éventualité d'une réforme de la contribution au budget européen, CE, 2004A et 2004B.
Le principal point remis en cause concerne la correction britannique, puisqu'elle n'apparaît plus légitime au regard de la situation économique actuelle. La solution proposée par la Commission serait l'adoption d'un mécanisme de correction généralisé, dont l'application permettrait une correction pour l'ensemble des États membres contributeurs nets. Est-ce la bonne solution ? Ou bien ne serait-il pas plus opportun d'adopter un système dans lequel le niveau de contribution dépendrait des effets directs et indirects des finances européennes ? L'objet de la présente étude est de définir un système automatique de contribution, nonobstant tout type de correction, intégrant l'impact économique global de l'intégration européenne. Un aperçu historique de la correction britannique est inévitable pour expliquer les raisons de sa création, et pour justifier le besoin de sa modification voire de sa suppression, section 1. Dans la deuxième section, un modèle simplifié d'union à deux pays est développé. Ce modèle comprend l'existence d'un budget supranational, pour lequel la contribution de chaque pays est déterminée par prise en considération de l'évolution du commerce et de celle du développement économique. Ce modèle est ensuite généralisé pour une union avec un nombre illimité de membres. Dans la troisième et dernière section, une application du modèle s'effectue sur une union incluant un nombre limité d'États membres. L'utilisation d'un tel modèle se verrait confrontée à de fortes tensions politiques et également à des problèmes juridiques importants dus au remplacement complet du système de correction actuel, mais il présente l'avantage d'une énorme simplification dans la détermination de la contribution des États membres. 1. Le problème de la contribution britannique. La question de la contribution au budget européen commença dans le début des années 70. Cette discussion est apparue lors des négociations amenant au premier élargissement, conclu par l'adhésion de la Grande-Bretagne accompagnée par l'Irlande et le Danemark en 1974. Précédant cet élargissement, la contribution au budget se réalisait grâce à des contributions nationales déterminées par le poids économique des membres. Ensuite, une décision adoptée par le Conseil en 1970 remplaçait les contributions nationales par un système basé sur les ressources propres. Les origines du déséquilibre dans la contribution britannique. Avec l'adoption du système de ressources propres, les recettes budgétaires européennes se composaient des ressources traditionnelles, incluant les droits de douane sur les biens non agricoles, importés et les prélèvements agricoles, sur les biens agricoles importés, et la recette TVA. Ce système fut pleinement opérationnel pour la première fois, en 1980. À présent, une quatrième ressource existe, basée sur le revenu national brut ou RNB, en remplacement de la ressource basée sur le PNB créée 1988 et appliquée jusqu'en 2002. Du côté des dépenses, celles-ci sont principalement des dépenses agricoles et structurelles. Selon un article de Jenkins, 1980, la délégation britannique en charge des négociations pour l'adhésion de la Grande-Bretagne produit un rapport démontrant que la contribution nette de la Grande-Bretagne s'élèverait à près de 25% du total du budget européen pour 1978. Cette contribution jugée comme excessive peut s'expliquer à la fois du côté des recettes et du côté des dépenses budgétaires, Denton, 1984. La Grande-Bretagne gardant une longue tradition commerciale avec les pays du Commonwealth verrait une forte contribution au titre des prélèvements et des droits de douane. De plus, le secteur agricole étant relativement petit par rapport à d'autres pays membres tels la France ou l'Allemagne, ne pourrait guère bénéficier des dépenses inscrites dans le cadre de la politique agricole commune. Malgré une migration du commerce britannique en direction des autres pays de la communauté européenne, le niveau des échanges intra-européens passant de 32 à 39% du commerce britannique total, Vanden Abel, 1982, et la création du Fonds européen de développement régional, le FEDER a été créé sous la pression britannique de réduction de sa contribution nette en recevant plus de fonds européens, George, 1991. En 1975 permettant à la fois une réduction dans la contribution et une augmentation dans la réception des fonds européens, le gouvernement britannique continue à faire pression pour obtenir un remboursement. Les différentes réformes amenant au remboursement actuel. D'abord, un mécanisme financier a été décidé le 18 mars 1975 au Conseil européen de Dublin.
Ce mécanisme avait pour objectif de corriger la contribution brute, grosse contribution, de la Grande-Bretagne. Cependant, elle n'a pas bénéficié de ce système en raison de la période de transition budgétaire. En effet, à cette époque le pays ne contribuait pas de manière complète aux ressources du budget européen, et il n'atteignait pas l'ensemble des critères nécessaires pour bénéficier de ce mécanisme. Selon Denton 1984, l'un des critères, celui de balance des paiements, ne fut jamais atteint. Le problème de la contribution britannique n'est vraiment apparu qu'à la fin de la période de transition en 1980. Une nouvelle phase de négociation s'est ouverte en 1978 pour se terminer l'année suivante sous le gouvernement Thatcher au Conseil européen de Dublin. L'accord trouvé avait pour but de corriger l'excessive contribution relative, nette contribution. De cet arrangement, il suit un remboursement de la contribution britannique pour les années budgétaires 1980 et 1981. Cette solution apparaît comme une solution de court terme et après des négociations acharnées, une solution de long terme a été trouvée au sommet de Fontainebleau en 1984. Un remboursement de la contribution britannique à hauteur de 1 000 millions d'écus est accordé, ce qui représente environ 54% de sa contribution en 1984. Pour les années suivantes, le remboursement est fixé aux 2/3 de sa contribution. Les autres États membres doivent financer ce remboursement proportionnellement à leur poids dans le PNB communautaire. C'est le remboursement des autres États membres. La position spéciale de la Grande-Bretagne n'est pas totalement acceptée par les autres États membres. D'abord, la France souligne le fait qu'il n'y a pas de problème britannique spécifique, Van den Abel 1982, et que la contribution de la Grande-Bretagne ne doit pas être perçue comme excessive. L'Allemagne indique également son désaccord avec le niveau du remboursement britannique, lors du Conseil européen de Londres en novembre 1981. De plus, il est clairement formulé dans l'accord de Fontainebleau que la correction pourrait bénéficier non seulement à la Grande-Bretagne mais aussi que tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité est susceptible de bénéficier, le moment venu, d'une correction. Conclusion du Conseil européen de Fontainebleau, 1984. Avec les négociations sur les précédentes perspectives financières pour 2000 à 2006, également connues sous la dénomination de l'Agenda 2000, la question de la contribution a été soulevée et la présidence autrichienne de l'UE en 1998 souhaitait présenter un mécanisme de correction généralisé. Ce projet n'a pas été mené à terme en raison de l'important risque de veto de la part de l'Espagne, Ferré et Emerson, 2000, d'où la réapparition de la question lors du sommet de Berlin de 1999. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'une réduction de contribution pour certains membres de l'Union européenne a été décidée, puisqu'il a été démontré que ces pays contribuaient de manière excessive au budget européen. Ainsi l'Allemagne, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas ont vu une réduction de leur contribution au remboursement britannique de 25%. Cette décision de réduction de la charge pour ces pays fait apparaître en quelque sorte un système de remboursement sur le remboursement, transférant la charge sur les autres pays. En effet, le montant de la compensation britannique n'est pas pour autant affecté puisqu'il convient aux autres membres de supporter une charge financière plus élevée. Il s'agit ici, de nouveau, d'une sophistication du calcul de la contribution des États membres, contraire à la volonté réaffirmée de la Commission de rendre le système de contribution plus clair et plus compréhensible pour le citoyen CE 2004A et 2004B. Définition des perspectives financières 2007 à 2013. Les perspectives financières sont l'aboutissement d'un projet commencé par la Commission européenne. C'est l'organe qui est en charge de produire la première version du programme de dépenses. La tâche devient de plus en plus ardue, en particulier avec l'entrée de 10 nouveaux membres en mai 2004. Grâce principalement au programme phare, les nouveaux entrants ont déjà bénéficié de fonds européens en faveur de la restructuration de leur économie et les aider à préparer leur adhésion. Cependant, leur adhésion doit leur permettre, du moins en théorie, de percevoir au même titre que les anciens membres les fonds au titre des politiques européennes. Afin de préparer les perspectives financières,
La Commission a proposé un nouveau système de contribution pour pouvoir pallier au problème de la contribution britannique. Il s'agit d'un système de correction généralisé. Ce nouveau système doit permettre de calculer la contribution au budget en fonction de la richesse du pays membre. Selon le principe présenté, tous les pays membres pourraient ainsi faire valoir son droit d'un remboursement de sa contribution. Le mécanisme effectif pour la Grande-Bretagne serait ainsi généralisé pour l'ensemble des États membres. Cette modification dans le traitement spécifique de la Grande-Bretagne s'avère nécessaire, puisque sa situation économique par rapport à celle existant au moment du sommet de Fontainebleau est bien différente. Tableau 1. Prospérité des contributeurs nets en 1984 et en 2003. Source: Commission européenne de 004B, calcul de l'auteur. La prospérité économique de l'Allemagne s'est réduite considérablement sur la période concernée, en particulier avec l'intégration des Länders d'Allemagne de l'Est en 1989. À l'opposé, la situation de la Grande-Bretagne s'est nettement améliorée, passant en tête des pays contributeurs, devançant de très peu le Danemark. C'est la raison pour laquelle la question de la justification du remboursement britannique se pose, puisque non justifiable au regard de son expansion économique relative au sein de la communauté. Sans modification du système de contribution actuel, les simulations de la Commission indiquent que les 4 plus gros contributeurs nets, après la prise en compte du remboursement britannique, seraient les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Le montant de leur contribution nette s'élèverait respectivement à 0,56, 0,54, 0,5 et 0,41% de leur revenu national brut. Quant à la Grande-Bretagne, elle se placerait à la 10e position avec une contribution nette à hauteur de 0,25% de son RNB, CE de 0,04B. La Commission souhaite donc inclure dans la prochaine réforme sur la contribution le concept de charge budgétaire excessive, basé sur le poids de la contribution nette dans le RNB national. Ce système consisterait à adopter des seuils, exprimés en pourcentage du RNB, au-delà desquels le pays pourrait faire valoir le droit à un remboursement de sa contribution et l'obtenir à l'image de l'exemple britannique. Cependant, au-delà de la généralisation du système, rendant le cas spécifique de la Grande-Bretagne accessible pour tous les membres, cela créerait un nouveau niveau de complexité dans lequel tous les pays contributeurs nets pourraient voir une partie de leur contribution remboursée prise en charge par des pays dont le niveau de richesse interne est inférieur. Le système présenté ci-dessous revient à réfléchir sur la contribution des États membres, mais au lieu d'une généralisation du système précédent, celui-ci a pour objectif une refonte du calcul de la contribution nette des États membres nonobstant toute spécificité pour un ou plusieurs pays. Ce système permet le calcul de la contribution nette pour chacun des membres, et il tient également compte de leur niveau de richesse qui s'inscrit comme un des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.